Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur comment jouer avec son ego. Je vois que certains voient l'ego comme ce qu'on appelle le masque social, c'est-à-dire un masque que l'on met socialement mais qu'on n'est pas chez soi dans l'intimité, surtout pour se protéger. D'autres voient l'ego comme la persona, la personne que nous sommes au quotidien. On pourrait on pourrait rajouter que l'ego peut être aussi assimilé à quelqu'un qui est orgueilleux, voilà, qui se pense supérieur à quelqu'un d'autre. Voilà, en général, les visions nous avons de l'ego, c'est une vision assez floue. Alors, je vais essayer de vous montrer la vision que j'ai de l'ego. Une fois que je vous aurai détaillé, on ira voir à partir de là, comment jouer avec lui. Allez, c'est parti, je fais un partage d'écran. Hop, j'espère que tout le monde voit. Alors, je vais pas tout lire, mais je vais lire des choses intéressantes. Alors, en général, les gens voient l'ego, mélangent l'ego avec la personnalité. Par exemple, ils vont dire, celui-là, il a une forte personnalité, en parlant qu'il a un gros ego, alors que d'autres ont des faibles personnalités. Alors, on entend forte personnalité par quelqu'un qui est alimenté par son feu intérieur, qui a besoin qui fait beaucoup de bruit, qui a besoin de se montrer. Alors, c'est pas faux, mais moi, j'appelle ça le sur-ego. Parce que pour moi, l'ego veut dire identification. C'est le fait d'être identifié à quelque chose. Un personnage, une émotion, une croyance limitante, quoi que ce soit. On est identifié et pour moi, c'est ça que j'appelle l'ego. Donc des égos, il y en a beaucoup, énormément. C'est-à-dire tout ce qui existe a un ego. De la molécule la plus petite, un système solaire ou galactique. Tout a un ego. Je vais m'expliquer. Mais avant, revenons à cette diapo. Alors, quand je parle de caractère, en fait, il y en a qui ont fort caractère, d'autres des caractères plus doux. En fait, tous les deux peuvent avoir le même ego. Même certains qui ont un caractère doux peuvent avoir un fort ego. Parce que je vous ai dit, ego, il veut dire identification. C'est-à-dire que vous êtes identifié à un personnage qui est par exemple quelqu'un de doux ou quelqu'un qui est très gentil et en fait qui n'arrive pas à sortir de son rôle. C'est-à-dire quand vous avez un rôle très précis, très poussé et que vous n'arrivez pas à faire son contraire, c'est que vous êtes dans votre ego. Voilà, c'est assez facile à résumer. Donc, si vous êtes très très gentil, que vous n'arrivez pas d'un temps à être méchant, c'est que vous avez un problème d'identification. Voilà, vous vous limitez à un personnage. Donc, on peut être dans des personnages plutôt mal aimés, comme quelqu'un qu'on traiterait régulièrement d'imbécile, d'arrogant, un bon à rien, voilà, quelqu'un qui n'a pas de valeur, ou un personnage mal aimé, plutôt avec de l'énergie, comme un égoïste, narcissique, un orgueilleux. Voilà. Ou on peut être identifié à des personnages aussi bien aimés. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis original, je suis très gentil, je suis un super papa, je suis un grand chanteur, voilà. Des personnages qui nous mettent en général en valeur. Donc tout ça, c'est de l'identification. Le problème, il n'est pas dans l'identification, parce qu'on a besoin d'être identifié, c'est dans l'intensité de l'identification. Si on est trop identifié à notre personnage, c'est là où on va être attaquable, susceptible, où on va pas pouvoir avoir de recul par rapport à ce personnage. Je ne sais pas si vous vous rappelez Johnny Weissmuller, c'est un acteur à l'époque qui avait joué le rôle de Tarzan, qui était qui a été le meilleur Tarzan de l'époque, je pense. Et je crois qu'il le jouait tellement bien qu'il s'est complètement identifié au personnage. En tout cas, c'est ce que dit la légende, et ce qu'il a fini fou à l'asile parce il croyait être Tarzan. Voilà, tout simplement. Ben, nous, on est pareil. Quand on a un personnage qu'on croit être que ce personnage-là, eh ben, on est fou. Voilà. Et on est tous quelque part plus ou moins fous. Vous avez pu l'observer. Donc les plus fous d'entre nous, c'est ceux qui sont très très identifiés à leur personnage. Alors que ceux qui sont moyennement identifiés, eh ben, ils sont assez équilibrés. Ils savent qu'ils sont autre chose. Et la question qui se pose, qui sommes-nous réellement? Et qu'est-ce que c'est que être sans ego? Est-ce que ça existe d'être un être sans ego? Alors oui, prochaine diapo, c'est notre essence.
Notre essence est sans ego. Notre essence qu'on va appeler de différentes manières l'esprit, Dieu. Dieu, j'aime pas trop l'utiliser dans ce contexte parce qu'il a été assimilé à des êtres supérieurs, enfin à des êtres humanoïdes supérieurs. Donc c'est pas du tout ça. Euh, Dieu, à la base, on parle de l'essence. Mais bon, ce mot a été tellement galvaudé que je préférerais presque l'enlever. La source, toute chose, oui, ça marche. Le champ de conscience unitaire, oui, c'est ce qu'on a découvert dans les années 70 en physique quantique, qu'on était dans un champ de conscience unitaire qui nous connectait tous. Et à l'époque, on appelait ça, dans l'ésotérisme, la conscience cosmique, c'est-à-dire une conscience qui connecte tout et qui est une. Ce qui s'est passé, c'est que cette conscience cosmique, en voulant se connaître, s'est dit, en fait, voilà, divisons-nous d'une manière fractale et allons voir qui nous sommes d'une manière individuelle. Donc il y a eu tout un processus que je vais vous raconter un peu plus tard où on s'est identifié pour on est passé d'une conscience cosmique à une conscience collective, des consciences collectives de plus en plus grandes à des consciences collectives de plus en plus petites, jusqu'à devenir une conscience individuelle, c'est-à-dire enfermée dans un seul objet, dans un seul corps physique. C'est ça une conscience individuelle. C'est-à-dire notre corps qui est comme un champ de force enferme notre conscience et oblige la conscience à se comporter selon l'habitat dans lequel elle va s'installer, qui a lui euh, beaucoup d'implants, ce qu'on appelle des implants, c'est un champ d'information particulier. Il était programmé pour faire certaines choses. Donc quand la conscience rentre dedans, eh bien elle est programmée pour agir comme le programme qu'il y a dans cette enveloppe physique. Il y a beaucoup de programmes, donc beaucoup d'égos, parce que les programmes, ce sont des égos. Je vous en montre un. Alors, ça clique, voilà. Donc imaginons que la conscience originelle, qui est dans l'infiniment petit, la conscience cosmique ou le champ de conscience unitaire qui se développe au niveau quantique, en fait, donc sous forme d'ondes ou de particules. Ces particules vont rentrer dans des dans des structures géométriques qui sont comme des champs de force, et selon la structure dans laquelle elle rentre, elle va se comporter d'une certaine manière. C'est-à-dire, si elle rentre dans un tétraèdre, ça va donner un photon. Voilà. Si ces particules rentrent dans une structure en forme de cube, enfin, c'est elles qui vont former le cube. Elles vont se connecter pour former la structure géométrique. OK? Donc, l'assemblage que prennent ces particules entre elles vont donner une identité particulière, un premier ego. Voilà. Et cet ego, ben, va s'assembler entre formes géométriques, voilà, d'une manière fractale, et ça va donner ce qu'on appelle un atome. Un atome est un ensemble de formes géométriques qui sont mis ensemble, ce qui a donné quelque chose d'un peu plus gros, avec une structure un peu différente. Et donc, on va avoir un atome d'eau, d'oxygène, d'hydrogène, ainsi de suite, qui est à la base de tout ce qui construit la réalité. Et de là, ces structures vont se mettre ensemble, elles vont créer des molécules au niveau au-dessus, donc un nouvel ego, une nouvelle identification. Et puis ces molécules vont se mettre ensemble et vont créer ce qu'on appelle des microzymas, qui sont les plus petites entités biologiques vivantes. Béchamp en parle, renseignez-vous si vous ne connaissez pas. C'est ce qui est souvent assimilé à des virus, mais en fait ce sont des microzymas. Et ces microzymas vont construire toutes les parties de notre corps, les bactéries, les os, les muscles, le sang, le système nerveux. En fait, tout est construit à partir d'eux, parce qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, sont métamorphes. Et donc le vivant va acquérir encore des nouveaux, les bactéries à un ego, euh, le muscle à un ego, et ainsi de suite, tout à un ego, tout a une identification. Et ensuite, on va voir ça émerger au niveau du minéral. Alors, minéral, il y a pas de forme de vie microzyma. On est dans le règne avant. Les microzymas apparaissent dans les règnes du lichen et des champignons, qui vont aussi, on va le retrouver dans le règne végétal, puis animal, et puis humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait,
la conscience a poussé chaque règne à se complexifier et à devenir de plus en plus autonome, jusqu'à acquérir une conscience individuelle, ici, qui est le règne humain. Donc là, notre ego, qu'on appelle humain, qui est une enveloppe, contient tous les égos précédents. Ok, absolument tous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à l'intérieur de soi. On a absolument toutes ces... on est dirigé en fait par, par tous les besoins de chaque règne. On a besoin de manger, de boire, on a besoin de respirer, on a besoin de bouger. Voilà, tout ça vient des règnes précédents, c'est pas nous, en fait. L'humain, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui distingue l'être humain de tous ces règnes-là? Ben, la capacité à créer par soi-même. Voilà. Ce que n'ont pas les règnes précédents. Ils sont pas capables de créer. Nous, on est capable de créer. Donc, c'est comme si on redevenait à partir de ce moment-là. Là, on est à manifestation de l'entité première qui est la source de tout, qui crée l'univers et qui crée des, des organismes capables de créer à leur tour. Voilà, c'est nous. Et après nous, on peut imaginer qu'il y a d'autres formes beaucoup plus complexes qui sont capables de créer des choses beaucoup plus grandes. Voilà. Donc nous créons chacun à un autre niveau. Alors, je vais expliquer ça d'une autre manière parce que c'est important de comprendre ce qu'est un ego. Je vous dis, la source de toute chose se retrouve manifestée par une mer donc, que j'ai mis dans un cercle. Et puis, dans cette mer, il va y avoir la création de gouttes d'eau qui sont ce qu'on appelle l'âme ou le soi, qui est la première séparation entre la source, qui est une conscience cosmique, avec une conscience individuelle, qu'on appelle l'âme. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, puisqu'entre une goutte d'eau et la mer, bah, c'est la même matière, mais le champ de force qu'il y a autour crée une première séparation. Et cette âme qui ne sait pas encore qu'elle existe tout à fait séparément, elle a une conscience, mais elle commence à le deviner, elle va avoir besoin de différents corps pour pouvoir expérimenter tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de cette source. Et donc, elle va se munir d'un corps mental pour pouvoir penser, créer ce qu'elle va imaginer, ce qu'elle pourrait créer, puis un corps astral pour pouvoir manifester toute sa création, et ensuite, mais c'est une création qui aime par l'esprit et qui est instantanée. Et puis, plus tard, bien plus tard, elle va créer ce qu'on appelle un corps mental, un corps physique, excusez-moi, pour pouvoir expérimenter tout son potentiel, mais dans un espace-temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que quand elle commence à imaginer quelque chose et qu'elle veut que ça se réalise, il va falloir qu'elle fasse un effort physique pour que ça advienne, en fait. Il va falloir qu'elle se focalise énormément sur ce qu'elle veut pour pouvoir le réaliser. Donc, ce qu'elle va faire, elle va devoir développer la volonté. Donc, c'est ce qui caractérise quelque part un être humain, c'est la volonté de réaliser quelque chose, en fait. Plus il y a une volonté forte, plus c'est un créateur. Mais chaque enveloppe a une manière de percevoir la réalité. Par exemple, dans le corps mental, on va séparer l'essence de toute chose en deux, en dualité, et on va dire c'est bien, c'est mal. Voilà, quelque chose est bien, est moral, est éthique, et l'autre chose est mal et n'est pas éthique. C'est sa manière de penser sur le plan mental. Alors bien sûr, cette éthique et ce notion de mal changent selon les époques. Mais en gros, il y a toujours une séparation entre le bien et le mal. C'est la dualité qui veut ça sur le plan du plan mental. Euh, Sur le plan des désirs, ça va être plutôt j'aime et je n'aime pas. C'est-à-dire j'apprécie quelque chose ou je ne l'apprécie pas. C'est un ressenti au niveau du cœur. Je veux dire, celui-là, je le sens pas et celui-là, je le sens. Ou cette pomme, elle me fait envie, je la sens. Ou cet artichaut, je le sens pas. Il n'est pas bien à manger. Voilà. Et ensuite, on va tomber sur le plan corps physique où là, il va y avoir la séparation de c'est agréable, désagréable. Voilà, notre corps va dire à chaque fois, j'adore cette sensation, c'est chaud, c'est bon, et ce froid-là est trop glacial, j'aime pas du tout ça. Pourquoi? Parce que le corps est basé sur le mode survie,
Donc tout ce qui lui permet de survivre, il va apprécier. Tout ce qui pourrait mettre en danger sa survie, il va pas apprécier. Voilà. Si vous plantez un couteau, si vous mettez un couteau sur le plat, il va apprécier la chaleur, la froideur peut-être à un moment donné quand il fait très chaud. Si vous commencez à planter le couteau, transpercer la peau, il va pas aimer. D'accord? Donc c'est toujours agréable, désagréable. Et ces trois corps-là qui dirigent tout ce que nous faisons dans notre vie, notre réalité, quoi que nous fassions comme action, ça part de c'est agréable, désagréable, puis je désire pas, ou c'est bien, c'est mal. Voilà, c'est vite résumé en fait. Quelle que soit votre action. Donc là aussi, ce sont des égos, des identifications à des corps que je vous montre ici. Voilà, qui le corps physique, qui est connecté au corps éthérique. Parce que sans le corps éthérique, le corps physique serait un bout de la terre, en fait, de l'argile, hein, comme on dit. Ça ne servirait à rien. Le corps éthérique, c'est lui qui lui donne vie, qui est connecté à lui totalement. Donc, quand vous mourrez, ben, lui se décolle. Ok. Et derrière lui, ben, il est alimenté par le corps astral, qui est le corps de désir et le corps euh, oui, de désir, l'énergie en fait, hein, le corps éthérique et le corps astral, c'est le corps d'énergie, quelque part les deux ensemble, c'est lui qui visualise, imagine, et le corps mental, c'est lui qui conçoit. Voilà. Donc, à un moment donné, vous mourrez dans votre corps physique, vous passez sur ces trois corps, sur ces corps-là. J'ai oublié de parler de l'âme qui est derrière, qui est notre vraie individualité, et qui elle quand même a un ego, mais c'est un tout petit ego, enfin vraiment, c'est un ego connecté à la conscience cosmique, donc aucun problème avec l'âme. Là, il commence à y avoir des problèmes, c'est-à-dire l'âme se met à s'identifier à son corps mental, donc commence à avoir des croyances particulières par rapport à d'autres. Donc elle peut s'opposer à quelqu'un en disant non, c'est toi qui as tort. Puis le corps vital, euh, les passions, l'énergie, les passions, voilà. Le corps éthérique qui maintient tout ça, qui maintient en vie et qui est la colle entre les deux, entre le corps physique et le corps astral. Et le corps physique, voilà, qui est juste un support physique comme un bout de bois ou un robot dans lequel on pénètre pour faire ce que nous avons à faire. Mais qui a des programmes, qui a le programme de l'ADN de nos ancêtres. Donc on rentre dans un programme. Et dès qu'on rentre dans ce programme, eh bien, ces trois corps-là sont un peu oubliés. Enfin, ils sont utilisés. On les réactive petit à petit quand on est bébé. Celui-là est toujours actif, celui-là aussi, ce corps mental, il arrive petit à petit, hein, il se développe, il se déploie au fur et à mesure des âges. Et normalement, avec le temps, on se rappelle qu'on a une essence divine, une âme, qui est notre véritable individualité. Comment sait-on donc l'ego? Bah, c'est simple, on est tout le temps dans l'ego. Donc quand on dit que quelqu'un a un ego, bah oui, c'est normal, on a tous des égos, un ego, on est tous identifiés. Et ces identifications se traduisent par des besoins. Donc l'ego a besoin de toujours plein de trucs. J'ai besoin d'exister, j'ai besoin de sécurité, donc besoin de soutien, de protection et de paix, besoin d'amour et d'estime de soi, donc besoin d'affection, d'intimité, d'humour, de reconnaissance, besoin de comprendre, donc besoin de clarté et de positionnement, besoin de me sentir capable, donc besoin de me sentir fort, résistant, courageux, besoin de m'émanciper, donc besoin d'aventure, de liberté, de changement, d'accomplissement. On a tous ces besoins-là. Et c'est pas un problème. Voilà, je vous dis, c'est bien d'avoir un ego, c'est pas un problème. C'est ce qui nous permet d'expérimenter. Si on n'avait pas ces besoins-là, ben, on se retrouverait dans l'essence. Ici, on émanerait en fait. On dirait tout simple, je suis, j'existe. Voilà. Je sentirais que je vis l'abondance, puisqu'en fait, je suis connecté au tout. Je m'aime et je m'aimerai, puisque l'amour est l'expression de l'unité. Je discernerai, bah, évidemment, je discernerai tout, puisqu'en fait, je serai connecté à tout. Je me sentirai puissant, évidemment, puisque en fait, je suis la seule chose qui existe, donc qui sait qui pourrait me faire du mal. Et je m'accomplirai ou je m'émanciperai en peut-être à un moment donné me disant, tiens, je pourrais
m'élargir, faire quelque chose de nouveau. Voilà. Peut-être que je commencerai à avoir un besoin particulier, enfin un désir particulier. Voilà. Donc, on peut être entre les deux, c'est ce qui est intéressant. Trouver l'équilibre entre les deux, parce que si vous êtes trop là, ben, vous n'allez pas trop vous pousser à faire des choses. Et si vous êtes là, ben, vous allez toujours courir à droite et à gauche pour remplir vos besoins. Donc l'idée, c'est, ok, j'ai des besoins, j'ai un corps physique qui a des besoins, mais voilà, si je les ai pas, ça me prend pas la tête. Donc vous êtes toujours tranquille et en paix avec quelques besoins que vous ayez. Voilà, même si un jour vous n'avez pas beaucoup à bouffer, bon, c'est pas très grave. Vous êtes une essence à la base. Donc soit éventuellement votre corps meurt et vous allez vous retrouver dans les autres corps, ce qui est super. Ça va être les vacances. Soit il meurt pas et puis votre essence va vous donner des solutions pour vous en sortir. Voilà. Donc il n'y a pas rien n'est vraiment grave. Mais l'idée, c'est quand même d'agir, donc de faire des choses. On est là pour expérimenter le corps physique, donc bah, on est censé y répondre. Le problème vient du surego, d'accord? C'est avec lui qu'il faut apprendre à jouer. Comment le surego il apparaît? En fait, parce que notre besoin le plus important étant d'exister, nous sentir exister, pas juste exister physiquement, exister aussi aux yeux des autres. Donc, si vous avez été aimé d'une manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on vous a reconnu enfant, on vous a apprécié, on vous a posé aucune condition, tu existes, ça suffit en fait, on ne te demande rien. Dans ce cas-là, vous resterez vous grandirez avec cette sensation agréable de dire, ben voilà, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit, ben ça suffit d'exister, profiter de la vie. Voilà. Vous pouvez être quelqu'un qui va pas faire d'efforts dans la vie parce que bah, exister, ça suffit. Donc l'amour inconditionnel, c'est pas toujours propice à votre déploiement. Quoi? Parce qu'en fait, vous allez jamais faire d'efforts, vous allez jamais vous pousser. C'est pour ça que l'amour à condition a été créé quelque part pour qu'on vous dise, voilà, on t'aime, mais il va falloir que tu prouves ça si ça et encore cela. Voilà. Et donc, on peut nous formater, nous apprendre à nous aimer d'une certaine manière. Donc, si je suis pas aimé d'une manière inconditionnelle, je vais chercher à être reconnu d'une certaine manière par ben, ma droiture, mon honnêteté, par exemple. Voilà, enfin, je suis connu pour ça. Mon intelligence mentale ou mon intelligence émotionnelle, sensitive, qu'on appelle la sensibilité, l'empathie, ou mon originalité, ma capacité à créer des choses nouvelles. Ça peut être mon humour aussi, mon altruisme. Donc il y a plein de manières d'être reconnu. Et c'est là on va voir les familles d'énéagrammes qui représentent bien tous ces archétypes de manière d'être reconnu. Si je peux pas être reconnu de manière positive, bah je vais faire peur, je vais être craint par les autres, parce que c'est encore une autre manière d'être reconnu. Si je fais peur à l'autre, j'existe aux yeux de l'autre. Voilà. Donc les gens qui sont tombés un peu dans l'agressivité, c'est ils ont pas été capables de développer. Ils étaient pas intelligents, pas sensibles, pas original, pas, enfin ils avaient rien de tout ça, et donc ils sont tombés dans quelque chose. Voilà, je vais faire peur. Voilà. Ça a marché. Facile. Et si même ça, je l'ai pas, ben en fait, je vais chercher à être rejeté. Je vais dire que je suis nul, sans valeur, que j'ai aucune valeur à moi. Rejetez-moi. Voilà, je m'aime pas, rejetez-moi. Ok. Mais tout ça est un ego. Tout ça crée un ego, une identification à des personnages. Vous voyez le truc? Donc je recherche une place où je peux exister, dans la douleur ou le bien-être. C'est nous qui choisissons. L'ego, il s'en fout. Mon surego, lui, par contre, se nourrit de toutes mes recherches d'attention. Donc, de quelle manière j'attire l'attention, quel personnage à moi a besoin d'attention? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser tout le temps. Si vous voulez repérer votre surego, dites-vous de quelle manière j'attire l'attention, qu'est-ce que je fais pour attirer l'attention? Par exemple, est-ce que j'ai toujours un petit trait d'humour? Est-ce que j'aime bien montrer mon intelligence? Est-ce que je suis serviable? Comment je fais pour attirer l'attention? Ou quel personnage à moi a besoin d'attention? Ben, le serviteur, euh, l'observateur, le comique, ainsi de suite. C'est pareil. Donc, on les a ici, ces personnages-là.
Alors on les retrouve dans d'autres, dans l'astrologie, mais ou dans d'autres connaissances de soi. Mais j'aime bien l'énagramme parce que j'utilise depuis très longtemps. Je le trouve vraiment très simple, très efficace, euh, pour peu d'efforts. Voilà. Donc notre ego, le 9 par exemple, quand il est bon, ben c'est identifié à quelqu'un. Il représente le courant de la spiritualité, donc de l'union, de l'amour et de l'union. Donc lui, il est là pour unifier les autres. Voilà. C'est son identification et voilà, il n'y a pas de problème. Il va dans son surego quand il commence à s'identifier à ses niveaux bas. C'est-à-dire quand c'est quelqu'un qui est tellement connecté à tout qu'en fait, il a l'impression qu'il n'existe pas, ou qu'il n'a pas d'ancrage. Donc il peut se dire qu'en fait, il n'a pas vraiment de valeur parce que tout est équilibré un peu chez lui. Voilà. Bah, par rapport surtout à nos sociétés où on met en valeur les gens qui sont spécialistes, des spécialistes qui font que les mêmes choses, lui c'est un globaliste, il touche un peu à tout, voilà, il est moyen, il essaie de comprendre tout le monde, voilà. Donc il peut à un moment donné se dire bah j'ai pas vraiment de valeur, j'ai rien de spécial, voilà, et s'identifier à son surego négatif. Le 1, qu'on appelle perfectionniste, le réformateur, qui est là pour amener, on va dire, montrer tout son haut potentiel, montrer la lumière, c'est le porteur de lumière, le chevalier blanc. S'il est là et qu'il fait ça avec toute sa lumière et sans jalousie, sans se comparer aux autres, en étant fier de ce qu'il est et voilà, sans chercher à écraser les autres, tout va bien en fait, il montre sa lumière, mais sans trop, bah ça se passera bien, il sera dans son ego équilibré. Et dans son surego, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va vouloir montrer qu'il voilà, c'est le meilleur dans tout, qui sait tout, euh, qui fait tout mieux que les autres. Donc, il va être dans son surego. Tout ça parce que bah, il s'est déconnecté un peu de son essence, de sa puissance intérieure, de sa lumière intérieure, et donc il va demander aux autres, voilà, montrez-moi en fait que je suis quelqu'un de bien. Enfin voilà. Donc il va faire par la comparaison. Ok. Il va dire, ben moi, je veux me sentir puissant, montrez-moi que je suis puissant. Et si je vous dis des choses que vous savez pas, ben, je suis plus intelligent que vous. Si je fais des choses que vous savez pas faire, ben, je suis meilleur que vous. Donc en fait, il demande aux autres une reconnaissance. Donc là, il peut devenir humiliant, il peut devenir cassant. Enfin voilà, et là, il est dans son surego. Alors l'ego, c'est pas problématique. On en a tous, on en a besoin pour expérimenter. C'est quand vous avez un besoin trop fort ou une blessure trop forte qui fait que bah, cette blessure guide votre vie et vous n'êtes pas très agréable à vivre. Je sais pas si je fais les autres parce que euh, bon, ça va faire. Je ferai si j'ai le temps. Je vais y revenir. Donc, on a aussi trois identifications très connues. Les trois de base, victime, persécuteur, sauveteur, qui sont des fortes identifications du surego. Euh, le sauveteur et le persécuteur étant souvent une victime à la base, étant un enfant, une victime qui, à un moment donné, a voulu faire aux autres ce qu'on lui avait fait, donc elle devient persécuteur, ou une victime qui veut pas que ça arrive aux autres, qui devient un sauveteur. Voilà, en gros. Donc, quand on est une victime, ben, elle subit, elle se plaint, elle s'apitoie, elle cherche pas à trouver une solution, elle aime bien cette identification de victime, de malade, qu'on s'occupe d'eux. C'est un jeu de pouvoir qu'on a développé enfant, on s'en rend pas compte. C'est une manière d'attirer l'attention, donc d'exister. Voilà. C'est ça que je dis qui, un peu celle qui est rejetée, qui se plaint, ok, la victime. Le persécuteur, bah, lui, bah, vous en avez parlé tout à l'heure, il critique, il ironise, il dévalorise, parce que bah, il se sent pas assez reconnu. En général, il s'est pas senti assez reconnu enfin. Il est en colère. Voilà, et donc il faut que quelqu'un le paye. Voilà. Et le sauveteur, il peut pas s'empêcher d'aider parce que bah, il veut pas que vivre dans un monde où il risque de revivre ce qu'il a vécu. Il veut pas. Donc il essaie de transformer les autres pour que les autres deviennent des gens bien, en fait. Donc sauveteur, c'est le plus sympa,
de tout, enfin, des titres, puisqu'en fait, c'est très valorisant pour soi. Et on va dire, on appelle ça l'ego positif. Là, on est dans l'ego négatif, persécuteur victime. Là, on est à l'ego positif. Donc, celui-là, il est plus dur à se détacher si vous voulez avoir un état d'éveil parce que bah, il est très sympa. Voilà. Et donc, si vous voulez évoluer, il faut vous rendre vers le triangle de la compassion. Alors, je sais que la conférence s'intitule Jouer son ego, et on va y aller, mais si vous ne comprenez pas ce que c'est vraiment l'ego et comment ça fonctionne, vous pouvez pas jouer avec. Donc, vous allez jouer avec si vous êtes une victime, vous allez jouer avec la victime, c'est-à-dire que vous allez arrêter de vous plaindre un peu, vous acceptez que vous êtes vulnérable, qu'il y a des situations qui génèrent la souffrance, mais vous vous responsabilisez à chercher des solutions. Voilà. Vous dites, bon, ok, vous faites un peu le deuil du passé, j'ai assez pleuré, je me suis assez plaint, maintenant j'avance. En gros, c'est ça. Et si vous avez besoin d'aide, vous demandez de l'aide. Le leader, ben lui, il va arrêter de persécuter, il va prendre un peu plus confiance en lui, il va voir qu'en fait, il n'a pas besoin de persécuter les uns et les autres pour se rendre compte que c'est quelqu'un de bien. Il va accepter de négocier pour ses besoins, en lien avec les besoins des autres. Donc, il va s'écouter un peu plus, il va demander s'il faut. Il va challenger, mais il va arrêter de critiquer. Il va donner aux autres la capacité de montrer aussi leur puissance. Donc, il va les challenger, mais d'une manière intelligente. Il va apprendre à donner son avis, à proposer, non à imposer. Il se met au même niveau que les autres. Voilà, son avis n'est pas plus important que l'autre, mais il va proposer. Il va défendre ses points de vue s'il faut. Donc ça, c'est le côté leader. Et les dames, qui est le rôle de souci de l'autre, qui est l'empathe, qui est tout à fait normal. Mais vous allez choisir d'aider avec conscience de vos propres besoins. Voilà, j'aide, mais est-ce que moi je me suis écouté avant? Parce que si je me suis pas écouté avant et que je me force, bah c'est pas cool. Donc j'utilise l'écoute émotionnelle de l'autre et de moi. J'utilise la valorisation, le conseil informatif et l'aide tangible envers les autres. Mais j'apprends à donner feedback et à différer mon aide dans le temps, en fait. Voilà. C'est-à-dire, j'aide l'autre à s'aider lui-même. Surtout ça. Je le sauve pas, je l'aide à se sauver lui-même. Donc, pour jouer avec son ego, il n'y a pas 50 000 façons, 1000 façons. Vous devez d'abord identifier vos sous-personnalités, les personnages les plus importants chez vous, celles auxquelles vous tenez le plus, voilà, celles que vous pratiquez le plus. Moi, par exemple, en majorité, j'ai le personnage 1 et 4 qui est dominant chez moi. Donc, celui qui cherche à se dépasser. Et le créatif, c'est le plus présent. Donc, c'est l'enseignant et le créatif. Et après, j'en ai d'autres derrière qui sont l'informateur, comme le 7, l'aidant, comme le 2. Voilà, j'ai essayé de tous les travailler. Donc, je les identifie de manière très claire. Je peux observer leur origine, ce qui les a construits, leurs croyances ancrées, leurs sentiments spécifiques. Voilà, bon, ça, c'est un travail que j'ai déjà fait. J'interroge leur légitimité. Oui, pourquoi tu es là, en fait? Est-ce que tu es légitime d'être présent? Par exemple, il y en a un j'ai dit, bon, maintenant, t'es plus légitime d'être là. Tu l'as été pendant un moment, maintenant, tu t'en vas. Voilà, c'est un de mes personnages que j'ai abandonné. Parce il était pas très intéressant, en fait. Mais je l'ai porté pendant un certain temps pour X raisons. Donc, pour connaître ces personnages, ben, je m'appuie sur des connaissances comme l'énéagramme, l'astrologie, les 4 éléments ou la numérologie, parce que c'est des outils de connaissances intéressants. Ça me fait gagner du temps. Alors, comment je joue à partir de ce moment-là? Je défocalise, je me mets à m'auto-observer. J'auto-observe ces personnages en action. Donc, je me place dans l'observateur, sans jugement, et dans le cœur accueillant. Donc, je les regarde tous, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au quotidien. Ça s'appelle méditer en pleine conscience. Je suis pas focalisé sur ce qui se passe autour de moi, mais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, ça prend du temps, ça demande pas mal d'années. Voilà, mais il faut bien commencer un jour. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et ça permet de se voir au quotidien, de voir qui est là, quel est son besoin, et de pas réagir automatiquement, de pas partir, pas réagir à ce qui se passe autour de soi. C'est ça que ça aide. Parce que quand vous n'avez pas il n'y a pas d'observateur en vous,
vous réagissez automatiquement, vos personnages prennent le dessus automatiquement, sans que vous puissiez dire stop. Donc ça veut dire que des fois, vous vous mettez en colère pour des trucs qu'après vous regrettez, parce que vous dites, mais pourquoi je me suis mis en colère? Parce que c'est système automatique. Donc pour sortir système automatique, vous devez apprendre à vous défocaliser, à vous observer de loin. Et le plus intéressant, c'est apprendre à jouer, à vous moquer gentiment de vous. Voilà. Moi, par exemple, j'ai un personnage orgueilleux chez moi. Alors, je sais pourquoi il est là, et j'en ai besoin. Mais je fous sa gueule. Voilà, je peux l'exagérer, je peux moquer. Je moque vraiment beaucoup de lui. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que des fois, ils croient que je suis sérieux, mais non, en fait, je joue un personnage. Et j'aime bien jouer ce personnage parce que je le trouve très rigolo, notamment par rapport aux réactions que ça provoque en face de moi. Et ça me fait rire. Et aussi, il faut se guérir des blessures encore présentes. Donc, ça veut dire se libérer du passé. Voilà, parce que la charge émotionnelle, donc d'énergie du surego vient des émotions qui sont bloquées dans le passé et qui n'ont pas pu être libérées. Donc, il faut guérir ces blessures-là. Si vous les guérissez, vous lâchez la charge. Bon, ça, c'est pas très compliqué à faire. Vous allez redescendre vers une identification beaucoup plus douce. Et en même temps que vous faites tout ça, vous vous focalisez à travers le cœur sur l'unité. Donc la présence, ce que vous êtes sur votre essence qui se trouve, je vous ai dit, au niveau des particules d'un infiniment petit. Donc vous pouvez imaginer que vous rentrez, vous fermez les yeux, vous rentrez à l'intérieur de vous et vous ressentez un petit peu vos organes. Ça peut être un doigt, un muscle, vous portez n'importe quoi. Et vous dites, tiens, mon doigt, il est fait de quoi? Il est fait de muscles, de sang, ok, d'os, ok. Je rentre dans l'os, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et vous rentrez, vous rentrez, vous rentrez. C'est bien de le faire sur le cœur parce que le cœur, il y a une porte très spécifique qui vous permet d'aller directement à votre essence. Donc c'est mieux de le faire sur le cœur que sur le doigt. Mais quelque part, vous allez dans l'infiniment petit. Donc vous rentrez, vous rentrez, vous rentrez, jusqu'à ce que vous, l'infiniment petit, vous ayez le sentiment que tout est un. Vous allez disparaître de toute façon. Si vous le faites, vous allez disparaître. Parce que la conscience individuelle aura cessé. Et hop, et vous reviendrez à la conscience individuelle. Mais c'est bien de se rappeler qui on est régulièrement, c'est une pratique. Ça permet d'avoir encore plus de détachement par rapport à nos personnages. Qui, s'ils meurent, c'est pas très grave. Donc, jouer avec son ego, essentiellement, c'est se moquer de soi. Voilà. Ça veut dire que vous vous prenez pas au sérieux. Alors, le danger de tout ça, c'est de trop vous désidentifier. Faites attention, parce que si vous allez trop vers je ne suis pas. Parce qu'il y a des pratiques méditatives qui disent je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, donc ça vous désidentifie petit à petit, et à la fin, en fait, vous êtes juste comme une coquille vide qui regarde la réalité sans bouger. Alors ça peut vous donner un état particulier, mais le chemin est assez aride. L'autre manière est beaucoup plus intéressante, c'est d'aimer tout ce que vous voyez et ce que vous percevez. C'est-à-dire, vous dites tout est un, en fait, tout est une expression de l'essence. C'est la voie, ce qu'on appelle la voie de l'amour. Donc, se focaliser sur le cœur, sur l'unité, c'est voir que tout est connecté en fait. C'est vous donner une visualisation de voir que tout est un, toute une émanation de cette mer dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc, si vous faites tout ça, c'est un bon programme, bah, ce qui va se passer, c'est qu'en étudiant vos sous-personnalités, eh ben, vous allez aussi devenir ce qu'on appelle un clairvoyant. C'est quoi un clairvoyant? C'est quelqu'un qui voit à l'extérieur ce qu'il a vu à l'intérieur de lui. Donc, si vous voyez vos personnages d'une manière très fine, mais quand vous allez voir à l'extérieur, ou un peu plus grossier, vous allez les reconnaître. Celui-là, c'est un type 1, celui-là, c'est un type 2, un 3, parce que vous les avez vus à l'intérieur de vous. Vous savez à quoi ils ressemblent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils recherchent, voilà, vous avez étudié, donc vous devenez un clairvoyant. Mes stages portent essentiellement sur ça. Sur vous faire travailler d'une manière très fine, corporellement, mentalement, émotionnellement, tous vos personnages intérieurs. Une fois que vous avez fait ça, vous les équilibrez en plus. Donc cherchez à les équilibrer entre eux. Et si vous faites ça, bah, vous devenez quelque part le sage au milieu de la roue. Ou si vous avez
un souci, un problème qui se présente, vous allez chercher l'énéatype qui est le personnage qui est le plus adapté à la réponse à donner. Voilà. Vous gardez quand même votre ancrage dans votre énéatype, mais vous passez de l'un à l'autre assez facilement. Donc vous devenez comme un œuf, mais sage. Voilà. Le neuf, il peut faire ça, mais au début, il commence sans la conscience, et là, vous devenez hyper conscient. Parce que quand tous les types montent en haut, en fait, ils se rassemblent, donc il n'y a plus qu'un seul type. Donc en fait, quelque part, vous devenez un œuf conscient. Alors, vous allez jouer avec votre ego, ensuite vous vous dites, bon, mais comment on pourrait faire pour gérer les égos dans les groupes? Parce que c'est vrai que les égos, il y en a qui sont super identifiés, c'est compliqué. Donc, on a trouvé des solutions n'impliquant pas automatiquement un travail personnel. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de dire aux autres, il faut travailler sur vous, on va mettre ça en place, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, vous mettez en place une gouvernance partagée, vous mettez en place une charte, des règles précises, limitant les prises de pouvoir et favorisant le respect de tous. Vous mettez en place des médiateurs pour gérer les situations de crise. Super. À l'extérieur, toute la structure est faite pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. Ça marche un peu. On va dire, ça répond à les 60-70% des problèmes. Mais il y a 30% qui ne sont pas résolus. Pourquoi? Parce que bah, vous avez affaire à l'inconscient des personnes. Consciemment, les personnes, ok, elles sont d'accord avec ça, mais inconsciemment, bah, il y a des parties d'elles qui veulent pas. Donc, il va vous mettre le bordel dans les groupes. Donc, vous devez passer par des solutions qui impliquent automatiquement un travail personnel. Vous pouvez pas vous en passer. Si vous faites pas ça, si quelqu'un dans un groupe ne se travaille pas personnellement, bah, à mon avis, il va être injecté du groupe rapidement. Donc, il faut mettre en place des ateliers parlons vrai, donc je vous parlerai tout à l'heure, pour discerner les attentes et besoins de chacun, connaître les points sensibles à éviter ou et traiter avec finesse. Donc ça, c'est super atelier. Mise en place d'ateliers d'écoute et de partage de nos blessures, qui pourraient être inclus dans le parlons vrai. Ça aussi, c'est important. Une formation sur les quatre éléments, comment fonctionnent les quatre éléments à nous. Euh, j'ai fait des conférences dessus. Vous pourrez aller voir. Ou sur l'énagramme et les différents types de personnalités. Là aussi, je fais pas mal de conférences, vous irez voir. Pourquoi? Parce que, bah, franchement, c'est un super outil, hein. Ça vous aide vraiment à travailler sur vous. Une formation sur les jeux de pouvoir et de manipulation, que je donne aussi si ça vous intéresse. Nos petits jeux de pouvoir qu'on fait au quotidien, sans s'en rendre compte, quand on n'est pas connecté à son soi. Les mises en place d'ateliers de jeux coopératifs, c'est-à-dire que j'anime des jeux coopératifs qui sont des jeux à défi, souvent, qui servent à révéler qui nous sommes à travers le jeu. C'est super, c'est-à-dire que on croit qu'on joue et on s'amuse vraiment bien, et en même temps on révèle qui on est en fait, à tout le monde. Et après on analyse qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, donc c'est un genre de thérapie en jouant. C'est génial. Et travailler sur soi personnel, c'est-à-dire seul, voilà, par l'imitation ou autre, travailler sur soi. Donc si vous faites ça, il y a de très très grandes chances que les groupes fonctionnent tous très bien. Voilà. Si vous faites que ça, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Alors, atelier parlons vrai, qu'est-ce que c'est? Donc, on est un cercle, on se met un cercle, et à tour de rôle, on tente de répondre aux questions qui suivent. Par exemple, si vous êtes fait partie d'un collectif, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans ce collectif? Alors, ça peut être besoin de rencontrer des gens comme moi, besoin de changer les choses, besoin de se sentir utile, ainsi de suite. Vous parlez, pourquoi je suis là, en fait, mais réellement, de manière authentique. Et tout le monde fait le tour et dit pourquoi on est là. Et vous allez voir que des personnes ne sont pas là pour les mêmes raisons que vous. Ce qui va faire que des fois, bah, plus tard, ça va créer des problèmes parce que bah, c'est pas ce qu'ils attendent. Déjà, c'est juste une question toute bête, mais qui est intéressante. Qu'est-ce que j'attends du groupe? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse, en fait? Voilà. Et c'est pas clair souvent. C'est pas clair. On rentre dans un groupe parce qu'il poursuit un idéal, quelque chose, mais dans les détails, on n'est pas allé voir, en fait. Euh, qu'est-ce que j'attends? Comment il fonctionne ce groupe? Est-ce qu'il est posé, réfléchi, pragmatique? Voilà, qu'est-ce que j'attends du groupe? Qu'est-ce que je pense que je vais apporter aussi? Parce que quand il y a des gens qui attendent des choses de moi que je suis pas capable de leur apporter. Donc je suis clair. Qu'est-ce qui me motive le plus dans le travail de groupe? À quelle place je me sens à l'aise? Qu'est-ce qui me ferait quitter le groupe? À quoi dois-je faire attention envers les autres?
en quoi suis-je désagréable parfois pour les autres. Voilà, on se dévoile. Comme ça, tout le monde est au courant et il y a beaucoup, ça enlève beaucoup moins de tension. Vous voyez le truc? Ensuite, bah, vous pouvez avoir des règlements intérieurs assez intéressants aussi pour déjà limiter certaines choses, sans trop entrer dans le détail, mais quand même vous dites des choses importantes. Je suis d'accord, par exemple, pour qu'on me signale la bienveillance quand je me positionne comme celui qui serait mieux que les autres, ou quand j'abuse d'autorité que le groupe pourrait me donner. Je comprends que je n'étiens pas la vérité, que mon point de vue n'est que mon opinion sur un sujet donné. Alors c'est un règlement, c'est plutôt un mantra à se répéter constamment en fait, parce que ça, on va le vivre plein de fois. Donc c'est bien que ce soit écrit, et c'est quelque chose qu'on doit voilà, signer, mais pas que signer, on doit vraiment le travailler. C'est déjà un travail. Je suis d'accord pour respecter toute opinion différente de la mienne et d'accepter la controverse. Voilà, déjà, c'est pas si évident que ça. Vous voyez, donc quand vous rentrez dans le groupe et que vous mettez ça, il y a des gens qui sont pas capables, ils vont pas rentrer. Voilà. Et ceux qui rentrent en disant ouais, je vais y arriver ou je vais faire semblant, ben, ils vont être vus assez rapidement. Ok? Donc, ça protège. On peut avoir une charte commune intéressante aussi, et assez large. Je m'engage à prédater le moins possible le vivant qui m'entoure et de boycotter autant que possible les systèmes prédateurs. Voilà. Euh, alors, c'est une intention. C'est sûr que c'est difficile de ne pas prédater aujourd'hui quoi que ce soit. Quoi que vous fassiez, on agit comme des prédateurs très souvent. Le seul fait de quand on mange, par exemple, qu'on mange, qu'on n'a pas vérifié ce qu'on mange. Déjà qu'on mange, déjà c'est la prédation puisqu'on a tué quelque chose. Mais si on se demande pas d'où vient ce qu'on mange, par qui ça a été préparé, donc on va manger l'énergie qui vient avec le produit. Parce que rappelez-vous que toute forme est remplie d'ego, d'identification, donc de vibration. Donc si vous mangez un truc qui a été préparé par un saligo, ben, vous allez manger ça. Vous allez être contaminé par ce saligo. Donc c'est important de savoir ce qu'on mange, ce qu'on boit, ainsi de suite. Donc déjà, voilà, rien que ça, il y a du boulot. Je m'engage à me sentir responsable de ma vie, à rechercher l'autonomie intérieure et extérieure, tout en maintenant des relations fraternelles avec les êtres humains. Bon, me sentir responsable de ma vie, ben, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Parce que souvent, on donne sa responsabilité à quelque chose d'extérieur à nous. Voilà. Donc, être souverain, c'est difficile. Donc, c'est une orientation, cette charte. Ça, c'est mes sites, si vous voulez aller les voir. C'est plusieurs sites. Ça, c'est mon lien. C'est sur l'énéagramme. Ça, c'est sur les cercles de vie, une manière de vivre ensemble. Justement, en mettant en place tous ces systèmes-là, c'est un réseau conscient. Allez voir. Et ça, c'est ma chaîne YouTube où il y a beaucoup de vidéos comme celle-là. Alors, je reviens à l'énéagramme. Donc, je résume. Vous avez compris, tout est égaux. Donc, arrêtez de dire j'ai un ego ou j'ai pas d'ego. Tout, on a un ego. L'ego est plus ou moins puissant, plus ou moins identifié. C'est tout. Si vous avez un ego très identifié, si vous vous en rendez pas compte, ben, les autres vont, vont vous pousser à vous en rendre compte au bout de moment, parce que vous allez être rejeté. Voilà. Si vous avez un ego qui est pas très identifié, ben, tout va bien pour vous, et vous allez pouvoir jouer et acquérir toutes les qualités de, de, de tout le potentiel de la conscience divine, de l'essence, qui est l'amour inconditionnel, la volonté, euh, qui est la créativité, la beauté, qui est le discernement, la sagesse, qui est la fraternité et la loyauté, la parole tenue, le courage aussi, qui est la joie de vivre, l'ouverture d'esprit. Non, l'ouverture d'esprit, c'est plutôt le neuf qui l'apporte. On va dire la joie, la curiosité. Voilà, la curiosité, l'amusement, la liberté. Et là, vous venez acquérir la puissance, la foi en vous. Et un dernier, l'ouverture d'esprit, bien sûr, pour tout, pour être et la bonté.
la pureté plutôt. Voilà. Ok, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez envie de venir travailler avec moi, vous êtes vraiment les bienvenus. On va bien rigoler ensemble, je vous le promets. On va bien pleurer aussi. Et, mais vous allez pouvoir développer quelque chose de profond. Voilà. Merci de votre écoute et à bientôt.